Alors bonjour à tous, merci d'être présents à cette session. Donc, je suis Benjamin Moreau, doctorant et développeur back-end chez Open Datasoft. Et dans cette présentation, on va essayer de parler un petit peu de sémantique sur la plateforme Open Datasoft. Alors sémantiser un jeu de données, on sait que c'est un processus qui est parfois complexe. Alors nous, on va essayer de voir dans quelles conditions il est possible d'automatiser le processus de sémantisation. Alors la sémantique, qu'est-ce que c'est déjà? Alors la sémantique, c'est une des bases du web des données. Alors le web des données, contrairement au web actuel, dans le web actuel, le web actuel en fait permet aux personnes de naviguer entre des pages web à l'aide d'hyperliens. Dans le web des données, on va permettre aux machines, aux programmes, de naviguer entre les jeux de données. Alors dans ce web des données, les ontologies décrivent des domaines de connaissances et permettent de structurer les données et de raisonner sur ces données. Alors on a plusieurs exemples de raisonnement. Par exemple, le raisonnement, ça peut être de vérifier automatiquement la cohérence des données, mais ça peut aussi être de découvrir de nouvelles données par inférence. Donc maintenant, on va voir un petit peu à quoi ressemblent les données dans le web des données. Alors dans ce web, les données sont décrites à l'aide de RDF, donc RDF pour Resource Description Framework. Les données sont des graphes contenant plusieurs triplets RDF. Donc un triplet RDF, en fait, ça représente un fait à propos d'une ressource. Donc un triplet est composé toujours d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet, c'est une phrase. Donc ici, on a deux graphes RDF. Donc les deux graphes RDF proviennent de deux jeux de données autonomes, donc un en rouge et un en bleu. Donc le premier qui est en bleu représente deux faits à propos de Open Datasoft. Donc on peut le lire en fait de cette manière, on peut le lire Open Datasoft est une entreprise et Open Datasoft est localisé à Paris. Et l'autre jeu de données en rouge présente juste ou décrit la population de Paris. Donc sur cet exemple, on voit qu'il est possible de lier les jeux de données en utilisant des ressources communes, des ontologies communes, des concepts communs. Donc ici, par exemple, nos deux jeux de données utilisent la ressource Paris, DBpedia Paris. Donc les deux jeux de données sont liés. Alors, pour faciliter la réutilisation des données et leur interopérabilité, comme on vient de le voir, on a 4 règles qui ont été définies. C'est ce qu'on appelle les principes du link data. Donc la première règle, ça va être d'utiliser des IRI pour identifier les ressources. Alors les IRI, on peut voir ça comme des adresses web qui identifient de manière unique chaque ressource sur le web. Donc une ressource, c'est en gros un objet de la vie réelle. La deuxième règle, ça va être d'utiliser HTTP, le protocole HTTP, pour naviguer sur les ressources. Donc on doit être capable de cliquer sur ces ressources, sur ces IRI, et de naviguer sur ces IRI. La troisième règle, c'est que quand on va vraiment sur ces adresses, quand on clique dessus, il faut qu'on puisse récupérer sur une page les triplets, donc les informations qu'on a sur cette ressource qui est identifiée par cette IRI. Et enfin, la quatrième règle, c'est celle qu'on vient de voir juste avant, c'est que pour lier les jeux de données entre eux, il faut utiliser le plus possible d'IRI, donc d'adresses, qui existent déjà sur le web. D'accord ? Donc quand on réutilise un concept ou qu'on réutilise une ressource, il faut réutiliser son IRI aussi, il ne faut pas en recréer une. Et quand on respecte tous ces principes, on a tous les avantages de la sémantique. Alors les 3 gros avantages de la sémantique, c'est d'abord l'interopérabilité, car les données sont tous au même format et se partagent des IRI. Le deuxième gros avantage, c'est la découvrabilité, parce que les données sont lisibles et compréhensibles par les machines, et on sait que les moteurs de recherche sont des machines. Donc elles vont avoir plus de facilité à trouver les données. Et la troisième, c'est la réutilisabilité, car même si on enlève les métadonnées du jeu de données,
la donnée est toujours compréhensible grâce à son ontologie. Donc on a bien l'ontologie qui est intégrée dans les données à chaque fois. Alors maintenant, je vais montrer quelques exemples d'utilisation sémantique sur la plateforme Open Data Soft. Alors le premier exemple, c'est tout simplement les filtres sémantiques. Donc sur la plateforme, on a des filtres sémantiques qui permettent de filtrer un catalogue en fonction du type de données contenues dans le jeu. Donc ces filtres fonctionnent grâce aux ontologies. Donc on va utiliser en fait la hiérarchie des classes et des propriétés pour, par exemple, afficher, je sais pas, les jeux de données contenant des informations sur des villes. Et en utilisant justement la hiérarchie entre les concepts, donc le fait que une ville est aussi une localisation, ben on va pouvoir filtrer encore moins en affichant par exemple tous les jeux contenant des informations sur des localisations en général. Donc si on filtre par localisation, on va avoir à la fois les villes, à la fois les départements, les régions, les pays, etc. Donc là ici, on ne filtre plus d'après une métadonnée, on ne filtre plus d'après par exemple un mot-clé, mais on filtre vraiment en fonction de la sémantique contenue dans les données. Donc on a un filtre qui est beaucoup plus performant. Et un autre exemple d'utilisation, ce sont les requêtes fédérées. Donc on va pouvoir profiter de l'interopérabilité entre les jeux de données pour requêter et combiner plusieurs jeux de données qui sont liés entre eux. Donc par exemple, un exemple d'utilisation simple, c'est qu'on peut avoir plusieurs jeux de données contenant des informations sur des villes de plusieurs départements. Et ce qu'on peut faire, c'est essayer de les combiner à l'aide d'une requête pour créer un jeu de données qui contient les informations de toutes les villes à l'échelle d'une région. Donc là, on va combiner tous les jeux de données qui contiennent des informations à propos d'une ville dans plusieurs départements. Ouais. Donc c'est un exemple de moteur de requête fédérée. Alors, malgré tous les avantages du web des données de la sémantique, on a quand même une majorité des jeux de données sur le web actuellement qui ne sont pas partagés au format RDF. Donc on va voir maintenant comment on peut transformer des données tabulaires ou des données JSON, comme sur la plateforme Open Data Soft par exemple, comment on peut les transformer en graphes RDF. Alors pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des mappings RDF. Donc un mapping RDF, tout simplement, ça décrit la transformation d'un jeu de données tabulaire, ce qu'on voit en bas à gauche, en un jeu de données RDF, ce que l'on voit en bas à droite. Ouais. Donc le mapping RDF, on le voit au milieu, c'est tout simplement un graphe RDF qui contient des références aux colonnes de notre jeu de données en entrée, de notre jeu de données tabulaire. Donc les références, on les voit là sur le mapping, elles sont entre $ et parenthèses. Ouais. Et pour obtenir notre jeu de données, bah, le programme ou la plateforme Open Data Soft va prendre le mapping et pour chaque ligne de notre jeu de données, va remplacer chaque référence par les valeurs contenues dans les colonnes du jeu de données. Alors, pour créer un mapping qui respecte les principes du Link Data, il faut au moins pouvoir répondre à 3 questions. La première question, c'est quel type de ressource est décrit dans mon jeu de données. Donc ici, on a un exemple à droite, hein, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc il faut reconnaître les types de ressources qui sont contenues dans les colonnes. Donc ici, on a une colonne qui apparemment contient des personnes, et on a une autre colonne qui contient des villes. D'accord. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les relations entre ces types de ressources. Donc ici, sur cet exemple, on voit que la ville, c'est la ville de naissance, c'est l'endroit de naissance de la personne. Et la troisième question, très importante aussi, c'est de savoir quelle ontologie on va utiliser pour décrire ces types et ces relations.
Donc une ontologie, on va pouvoir le définir maintenant, c'est un ensemble de types sémantiques. Donc les types sémantiques, on les appelle des classes. Alors une classe, ça peut être par exemple des personnes, des voitures, des villes, etc. Et une ontologie, c'est aussi un ensemble de relations entre ces classes, appelées propriétés. Donc des exemples de propriétés, par exemple, ça peut être la ville de naissance, la puissance d'un moteur, etc. Ce qui relie les types entre eux. Alors si on résume un peu ce qu'on vient de dire, pour créer un mapping RDF, on voit qu'il est à la fois nécessaire d'un côté de bien connaître le jeu de données qu'on veut transformer et son domaine de connaissance, mais aussi on doit être familier avec les concepts du web des données. Donc par exemple RDFS, OWL et forcément les langages de mapping RDF. Donc RDFS et OWL, ce sont des langages qui permettent de décrire des ontologies. Alors malheureusement, on sait qu'il y a un nombre important de producteurs de données qui ne sont pas encore familiarisés avec les concepts du web des données. Donc le problème qu'on va essayer de résoudre, c'est comment on peut générer automatiquement des mappings RDF pour n'importe quel jeu de données non RDF. Alors, on a déjà proposé un outil qui s'appelle le Semantic Bot, qui répond déjà à une partie de la question. Donc le Semantic Bot, c'est une interface conversationnelle, ça ressemble à un chatbot, qui est capable de générer des mappings RDF pour des jeux de données en posant des questions à l'utilisateur sur son jeu. Donc là, on a de la génération semi-automatique. Donc on a 3 étapes automatiques qui sont en rouge ici. On a d'abord la reconnaissance d'entité. Donc la reconnaissance d'entité, ça consiste à aller chercher les valeurs du jeu de données dans des graphes RDF existants, comme DBpedia et Yago. Et ça sert à reconnaître les types de données qui sont dans chaque colonne de notre dataset. Donc on va prendre les valeurs qui sont dans les colonnes de notre dataset, on va les chercher dans des graphes de données existants, DBpedia et Yago, et on va reconnaître leur type comme ça. Ensuite, on a la deuxième étape automatique en rouge, qui est la reconnaissance de propriétés. Alors, dans la reconnaissance de propriétés, on va essayer de reconnaître les relations qu'il y a entre les types qu'on a trouvés juste avant. Donc ici, on va utiliser les noms de colonnes et le data type de chaque colonne, et on va aller chercher ces noms de colonnes sur un service qui s'appelle Linked Open Vocabulary. Alors, Linked Open Vocabulary, en fait, c'est juste un moteur de recherche d'ontologie. Et la dernière étape, une fois qu'on a trouvé les types et les relations entre les types, ça va être la génération de mapping RDF. Et entre toutes ces étapes, on va demander à l'utilisateur de valider ou de refuser les propositions du Semantic Bot. Alors pour les questions sur les propriétés, donc entre la troisième et la deuxième étape, c'est un petit peu plus complexe. On va aussi demander à l'utilisateur de relier les relations, de relier les propriétés aux bonnes ressources. Donc, par exemple, si on trouve l'âge d'une personne, mais que dans le dataset, on a à la fois des politiques, par exemple, et des artistes, on va devoir lui demander si c'est l'âge de personne du politique ou alors de l'artiste. On va devoir lui poser ce genre de questions. Alors, ce Semantic Bot, il est disponible en ligne à cette adresse, l'adresse qui est en bas. Et c'est un projet open source, donc il est disponible sur GitHub, tout le monde peut y contribuer, et il est disponible sous licence MIT. Alors maintenant, on voit que pour sémantiser un gros catalogue de données qui contient plusieurs jeux de données, on a besoin de répondre à un ensemble de questions faites pour chaque jeu de données. Donc si on a un catalogue avec beaucoup de jeux de données, ça peut être un peu long. Donc pour éviter cela, on va proposer maintenant une version du Semantic Bot, une alternative qui est complètement autonome.
donc sans question à l'utilisateur. Alors, ce qu'on propose, c'est de remplacer les questions posées à l'utilisateur par des étapes automatiques. Donc, les types proposés par la reconnaissance d'entité pour chaque colonne sont toutes validées automatiquement. Donc, après la première étape, on valide à chaque fois les classes, les types sémantiques trouvés par la reconnaissance d'entité nommée. Pour la reconnaissance de propriété, on va aussi valider chaque propriété trouvée. Et pour remplacer l'étape où on demande à l'utilisateur de relier les propriétés aux bonnes ressources, on va utiliser du raisonnement pour que le semantic bot puisse relier les propriétés aux bonnes ressources. Donc, si la propriété est assez bien décrite et qu'on a assez d'informations sur cette propriété, le semantic bot va être capable de relier cette propriété à la bonne ressource. Donc, alors, ce semantic bot autonome, il est aussi disponible sur le dépôt GitHub du semantic bot. Donc, c'est aussi un projet open source. Et alors, pour finir un petit peu cette présentation, on va s'intéresser à la qualité des mappings RDF qui sont générés par notre semantic bot autonome. Donc, on va faire une évaluation expérimentale de notre semantic bot. Alors, les conditions expérimentales, donc on a pris les 50 jeux de données les plus populaires sur le réseau de données Open Data Soft. On a fait attention à avoir une bonne distribution au niveau des langues. Donc là, on va essayer à la fois des jeux de données qui sont en français et des jeux de données qui sont en anglais. Donc on a pris 25 jeux de données français et 25 jeux de données anglais. Et pour évaluer la qualité des mappings générés, on va s'intéresser à deux métriques particulièrement. On va s'intéresser d'abord à la couverture de chaque mapping. Donc la couverture de chaque mapping, en fait, ça va être de voir le nombre de colonnes qui ont été sémantisées par rapport au nombre total de colonnes de notre jeu de données. Donc voilà, ça va nous donner un pourcentage de sémantisation du jeu de données. Et on va aussi s'intéresser pour chaque mapping au type sémantique trouvé, donc aux classes que le semantic bot a réussi à trouver dans notre jeu de données. Alors la première question qu'on se pose dans cette évaluation expérimentale, c'est de savoir si la langue du jeu de données a une influence sur la sémantisation. Donc la première chose qu'on voit ici, c'est que oui, il y a une influence. On voit que les jeux de données en anglais sont quand même un peu mieux sémantisés que les jeux de données en français. Donc pour les jeux de données en anglais, en moyenne, sur les 25 jeux de données, on a 54,8% des colonnes qui sont sémantisées, alors que pour les jeux de données en français, on en a 33,2%. Donc ça peut s'expliquer assez facilement. C'est que pour sémantiser les jeux de données, on utilise des jeux de données RDF existants, donc comme DBpedia, Linked Open Vocabulary et Yago. Et en fait, ces jeux de données, ils ont une quantité de données en anglais beaucoup plus importante que de données en français. Donc, vu qu'on les utilise comme modèle, on va trouver beaucoup plus de classes dans les jeux de données en anglais. Voilà. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est si le thème du dataset a une influence sur la sémantisation. Alors la réponse est oui aussi, hein, et c'est exactement pour les mêmes raisons. Donc on utilise DBpedia et Yago, et DBpedia et Yago, en fait, ils contiennent surtout des données qui proviennent de Wikipédia. Donc ce sont des données, ce sont des connaissances en fait générales et qui ne sont pas très spécialisées. Donc on voit que on va avoir des difficultés pour sémantiser des jeux de données qui sont très spécifiques, de domaines très très spécifiques. Donc par exemple, ça peut être l'environnement avec des données sur des capteurs qui calculent ou qui mesurent des taux de CO2. Tout ce genre de données va être assez complexe à sémantiser pour notre semantic bot, parce que ce sont des informations qui n'existent pas sur des bases de données comme DBpedia et Yago. Voilà.
Alors, on voit qu'on a un peu de mal avec, par exemple, les thèmes de l'environnement, du sport ou du transport. Et la troisième question qu'on a essayé de répondre, c'est d'essayer de voir les classes qui sont les plus sémantisées dans nos jeux de données RDF. Donc on a, pour chaque mapping, on a extrait tout simplement les classes qui ont été trouvées par le Semantic Bot, et on a essayé de voir sur les 50 jeux de données, les classes les plus identifiées par le Semantic Bot. Alors on voit que les 3 classes les plus identifiées, donc c'est d'abord les types géo, donc tout ce qui va être la reconnaissance de villes, de départements, de régions, de pays, etc. On va avoir aussi les personnes. Alors, ce que le bot arrive à reconnaître, c'est surtout les personnes célèbres, donc qui sont présentes sur des bases comme Wikipédia, par exemple. Alors, on va reconnaître les politiques, les artistes, les chanteurs, etc. Et le troisième type, le plus trouvé, le plus identifié, ça va être les organisations. Alors, les organisations, ça peut être des entreprises, des associations ou autres. Et on a un quatrième type ici qu'on voit qui représente quand même 4,4% des classes. Ce sont les documents et les travaux créatifs. Donc ça peut être des documents rédigés par des gens qui sont connus, ou ça peut être une peinture, une gravure, etc. Et on a la catégorie autres qui contient énormément, en fait, plein de petites classes qui représentent moins d'1% des classes totales. Donc la somme de toutes ces petites classes représente quand même 37,6% des classes identifiées par le Semantic Bot. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être des marques de voitures, des modèles de voitures, etc. Voilà, plein de classes différentes. Alors en conclusion, donc on a le Semantic Bot. Le Semantic Bot, c'est une interface conversationnelle du coup capable de générer de manière semi-automatique des mappings RDF. On a proposé dans cette présentation son alternative qui est complètement autonome, donc sans poser de questions à l'utilisateur. Et on a vu avec l'évaluation expérimentale que la qualité des mappings RDF, ça dépend de 2 choses, donc du langage du jeu de données qu'on veut sémantiser, mais aussi du type de ressources que le jeu de données décrit. Alors en perspective, pour améliorer le Semantic Bot, que ce soit le Semantic Bot semi-automatique ou le Semantic Bot autonome, il faut lui fournir plus de données, mais surtout plus de données hétérogènes. Donc ça veut dire hétérogène, ça veut dire dans des langages différents, pour supporter différents langages, mais aussi qui représentent des domaines de connaissances différents. Donc il faut plus de jeux de données, par exemple, qui parlent d'environnement pour être meilleur sur le thème de l'environnement, etc. Donc des données hétérogènes. Donc voilà, la présentation est terminée. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions, l'équipe ODS est là pour y répondre. Merci.